Alors, Euh, bonjour. oui, bonjour. Donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Cédric Cabrol. Je suis issu du monde agricole et j'ai travaillé pendant 22 ans dans un laboratoire de recherche en chimie, ce qui m'a permis d'observer la matière dans ses interactions entre les gaz, les liquides et les solides, mais aussi les transferts de calories. Et puis, j'ai aussi une plateforme privée d'agroécologie où j'étudie la régénération. Et euh, en régénérant les sols, je me suis dit qu'on pouvait avoir un impact sur le climat, pas tant sur l'aspect carbone, mais aussi sur l'aspect cycle de l'eau. Donc, on va regarder ces choses-là. Derrière, j'ai creusé la question, j'ai pu me former sur les questions du climat, faire pas mal de bibliographie, et je vais essayer de vous retranscrire les éléments avec les modèles, les principes, mais aussi tous les aspects dynamiques du climat. Vous allez voir comment on va pouvoir avoir d'autres impacts que sur le CO2 en faisant de l'agriculture. Donc, on va commencer par les constats. Alors, je suis désolé, mais j'ai beaucoup de slides qui sont euh, basés sur des surfaces en France. J'ai pu regarder quelque chose en Catalogne, mais je ne connais pas exactement les surfaces. Et ensuite, c'est assez difficile d'avoir les bons sites et de trouver les bonnes images. Quelquefois, ça demande beaucoup de travail pour la mise en page. Donc, je m'excuse de par avance, mais on pourra faire des transpositions entre ce qu'on voit en France et ce qu'on voit en Catalogne, je pense, sans problème. Donc, commençons par les constats. Donc, ici, vous avez ici une image qui est la situation des nappes au 1er janvier 2024 en France. Donc, nous avons eu des pluies assez importantes tôt à l'automne, partout en France, mais on a aussi une zone en France qui ressemble pas mal à la Catalogne. C'est la zone de Perpignan. Euh, et on voit qu'aujourd'hui, les nappes, ils sont vides. Et en fait, voilà, la question qui est vraiment inquiétante, c'est cet aspect de déshydratation climatique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois qu'il y a 1 degré de plus, ça demande 7% d'eau en plus pour satisfaire le climat, parce que l'air va pouvoir contenir 7% en plus chaque fois qu'on augmente la température. Et on va voir que ça va avoir un impact sur le climat. Et en France, si on regarde les ordres de grandeur du réchauffement climatique, donc ça, c'est un graphique qui est issu des rapports du GIEC. Donc, vous avez ici le carbone, l'effet du dioxyde de carbone, ici les autres gaz à effet de serre, on- et au total, voilà l'impact des activités humaines. Si on synthétise un petit peu, donc le CO2 plus tous les gaz à effet de serre, voilà ce que ça représente. Au niveau mondial, pour expliquer le déséquilibre, il va falloir 6,9 watts au mètre carré. Alors les watts au mètre carré, c'est comme si vous prenez un radiateur de 1000 watts, vous le mettez dans vos WC, ça fait 500 watts au mètre carré si vos WC font 2 mètres carrés. Donc, et pour ce qui est de la France, donc ce qui est inquiétant en France, c'est qu'on a une dynamique un peu particulière, c'est-à-dire que, alors pour l'ordre de grandeur, c'est beaucoup plus important qu'au niveau mondial. On atteint 15 watts au mètre carré. Donc, si on regarde en France, on a eu une période où on avait une relative stabilité jusqu'en 1980. Et puis, voilà, si on colle dessus, qu'on ajuste la courbe du CO2, voilà ce que ça donne. Donc, on retrouve bien les gaz à effet de serre et la dérive globale pour expliquer les températures de 2022 et 2023. Mais ce qui est vraiment inquiétant en France, c'est la dynamique, vous voyez, et on quitte complètement les prévisions que peuvent faire les climatologues. Et là, on est sur le pire scénario que peuvent envisager les climatologues, puisque c'est le scénario euh, dit SSP 585. Donc, c'est vraiment il y a plusieurs catégories qui sont faites par le GIEC. Voilà, c'est le pire et apparemment, on le dépasse et de loin. Donc, quand on aura fini la présentation, vous comprendrez pourquoi en France, on peut avoir des dynamiques comme ça. Donc, au niveau des mécanismes et de la dynamique,
Si on regarde ça un peu dans le détail, la première chose à voir, c'est la clim du climat. Donc, vous avez dû voir euh, ou savoir qu'en évaporant de l'eau, on peut faire du frais. Donc ça, on peut, mettons, brumiser de l'eau sur les terrasses des cafés ou etc. Donc brumiser de l'eau, ça absorbe de l'énergie. Et voilà une image de mon secteur. Donc là, ici, vous avez en bleu, il y a une montagne qui est la montagne Noire. Ici, c'est le Massif central. Donc là, on est quand même dans le sud de la France. Et vous voyez que ici, on a une échelle. Donc ça, c'est des images qui sont faites par la NASA. Et je rajoute un petit pictogramme qui est comme une maison, c'est la puissance qui est recommandée en climatisation pour une maison. Donc vous voyez que la nature peut faire des choses plus performantes qu'une climatisation. Euh, donc là, on pourrait dire que la montagne enlève beaucoup et que la fraîcheur est liée à l'altitude. Mais si on regarde dans la plaine, là où tout est bas, on voit qu'il y a énormément de variations. Et ça, c'est les choses auxquelles on va s'intéresser. Et toujours ce qu'on peut dire, c'est que si on habite dans la zone couleur sable, il va falloir avoir une clim. Par contre, si on habite ici, ben, il n'y aura pas besoin de climatisation. Et là, en fait, on commence à avoir des parcelles un petit peu carrées et ça renvoie vraiment à l'occupation des sols, au type d'agriculture qu'on fait. Donc, ces images, pour les établir, les climatologues utilisent l'activité de photosynthèse. Donc, plus c'est vert sur la carte, plus la photosynthèse est importante. Donc là, c'est la photosynthèse au fil mois par mois sur une année. Euh, le moment de l'hiver, j'ai pas su faire la légende, mais c'est le moment où il y a du blanc sur les Pyrénées. Donc, on retrouve bien la zone qui est plus fraîche. Vous voyez qu'à un moment donné, elle développe de la photosynthèse. Donc, c'est bien ça. Et voilà, ici, c'est cette zone. Et si on regarde pour toute la France, voilà. Bon, ça, je suis désolé, j'ai pas su faire de carte comme ça pour l'Espagne, mais ça pourrait se faire. Ce qu'on voit ici pour la France, ce sont ici ici on a une forêt là qui est carrée. Euh, et ici on a la forêt des Landes aussi. Et après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la photosynthèse est liée, c'est les forêts, les prairies et aussi les zones de culture. Donc maintenant, si on zoome un peu et qu'on regarde, ici vous avez une carte à petite échelle, puisqu'on est jusqu'à 5 km. C'est la région où j'habite. On retrouve toujours la montagne ici, avec la ville de Castres. Donc on voit que la ville, ici pour la légende, on va de 22 à 30 degrés. On voit que la ville réchauffe l'ambiance. Ici, cette espèce de petite dent de requin là, c'est une zone commerciale, donc c'est vraiment un point chaud. On retrouve notre zone là qui est plus fraîche. Alors, cette zone, ça correspond à de la prairie et du bocage. Et en fait, vous avez ici des bonnes terres à céréales. Et vous voyez que paradoxalement, c'est les sols les plus profonds qui chauffent, alors que les sols moins profonds réservés à l'élevage, on obtient des températures plus fraîches. Vu qu'on a vu que l'eau sert à stocker, les sols plus profonds vont pouvoir stocker plus d'eau, normalement, on pourrait s'attendre à l'inverse. Donc, nous allons voir comment deux sols vont pouvoir nous donner deux mondes différents. Donc, pour ça, la slide va s'articuler autour d'un lysimètre. Alors, le lysimètre, c'est ce que vous avez en schéma. Ce sont des dispositifs qui permettent aux scientifiques d'étudier comment l'eau va pouvoir migrer à l'intérieur des sols. Donc, vous voyez, c'est en gros, ce sont des pots de fleurs où il y a un piquage et on peut mettre une balance en dessous et peser ou un récipient et on peut regarder combien d'eau a pu traverser dans le sol. Maintenant, les versions modernes sont montées sur des balances, ce qui permet aussi de calculer en temps réel combien l'évaporation liée aux conditions climatiques va pouvoir consommer d'eau. Sur ce modèle, on a deux pots de fleurs. Donc, si on plante une plante et l'autre qu'on le laisse nu, on peut calculer aussi combien la plante évapotranspire en fonction des conditions de température. Et toutes ces données sont très utiles pour la modélisation climatique puisque
les plantes va avoir un impact très important sur le climat. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc, et aussi, je vais vous montrer comment ces deux vasques, on pourrait en avoir une qui représente le climat présent et l'autre du climat du futur. Et je fais le pari que l'on pourrait refroidir le climat si on faisait ce qu'il fallait. Donc, comme c'est dédié à l'étude des sols, on va introduire un sol euh, relativement dégradé dans le premier compartiment. Euh, voilà, et comme on nous promet pas mal la culture du cactus, on va rajouter un cactus et on va voir ce que ça implique. Maintenant, l'autre sol, on va rajouter une dose de compost et de régénération. Donc voilà, on a un sol plus brun et on va pouvoir mettre des plantes normales. Et en général, quand on a des sols bien constitués, on peut aussi avoir des mycorhizes et on verra quel impact elles peuvent avoir sur le climat. Donc, si on fait évapotranspirer notre cactus, on va former un nuage. Si on fait la même chose pour l'autre plante, là, on va avoir une différence parce qu'il faut parler d'une règle qui est que, bon, peut-être vous connaissez, mais plus on va avoir de matière organique dans le sol, plus on pourra stocker d'eau. Donc, ça veut dire qu'on pourra avoir une évapotranspiration supérieure. Et là, ça va nous permettre de former un nuage différent. Alors, ce nuage euh, est gris parce qu'il va pouvoir euh, contrairement au nuage précédent, il va pouvoir réfléchir les rayons lumineux et renvoyer une partie de l'énergie dans l'atmosphère. Donc déjà, on voit une première différence à avoir des sols différents euh, et on va déjà avoir un impact sur le climat. On aura un climat plus frais avec le sol euh, qui a une meilleure qualité. Mais les impacts ne s'arrêtent pas là, vous allez voir, puisqu'il y a une autre règle à considérer, c'est que euh, cette évaporation va retirer de l'énergie, comme on a vu au début, va enlever de l'énergie, donc va permettre d'avoir un système plus froid. Comme le sol sera plus froid, euh, lui, il va émettre moins d'infrarouge. Et vous savez que on a des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc, le sol va émettre des rayonnements qui seront proportionnels à sa température. Ce qui fait que ce que va renvoyer l'effet de serre sera proportionnel au rayon qu'on aura envoyé. Donc, si on conserve des sols frais, on aura moins de sureffet de serre qui est lié à la température des sols. Donc, tout ça, si on ne garde pas les sols frais, ça fait comme si on avait beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est vraiment important de travailler les températures des surfaces. Euh, et ça ne s'arrête pas là, puisque vous voyez que le CO2 va laisser passer un petit peu de rayonnement. Et le nuage qu'on a vu, le premier qui est rouge, pas content, c'est parce qu'on a un nuage de haute altitude qui, lui, va pouvoir renvoyer l'énergie. Donc, je vais vous montrer une petite image prise par satellite. Et sur cette image, on va pouvoir voir que effectivement, on a un lien entre la qualité des sols et les nuages que l'on forme. Donc, si on regarde ça sur une image satellite, donc là, on utilise, c'est toujours le piémont pyrénéen, avec ici la montagne noire qu'on a vue plusieurs fois. Donc, ce qu'on voit ici, c'est des images satellites qui sont coloriées donc, en bleu en fonction de l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir réfléchissant. C'est-à-dire que si vous avez un miroir, il va y avoir beaucoup de réflexion. La couleur rouge est liée à une température plus ou moins importante et le vert, c'est l'activité de photosynthèse. Donc, ça donne une image qui a plusieurs couleurs et qui nous montre finalement, si on regarde dans le détail, ici vous avez ce qu'on appelle l'éventail gascon, qui est lié à tout un tas de rivières et de collines petit à petit avec des forêts en haut des collines et des zones cultivées en bas. Et vous voyez que finalement, on retrouve que les nuages sont bien alignés avec cet éventail. Et donc, voilà, on a un impact du sol sur l'ennuagement. Et donc, pour les valeurs, un nuage bleu qui refroidit, donc on voit gris quand on est en dessous parce qu'il réfléchit les rayons lumineux. Euh, Lui, il va enlever 150 watts au mètre carré,
Alors qu'un nuage, quand il est en altitude, il va être réchauffant et il va pouvoir rajouter 100 watts au mètre carré. Et donc, comme on a vu dans la présentation, le nuage, pour faire un nuage refroidissant, il faut beaucoup plus d'eau, alors que le nuage réchauffant, c'est quand on n'a pas trop d'eau. Donc, les impacts ne s'arrêtent pas là, encore, puisque ce nuage, en plus de nous renvoyer l'énergie, comme il est fabriqué de moins d'eau, il va nous envoyer moins de pluie. Et comme au sol, ça chauffe pas mal, l'eau va avoir du mal à se frayer un chemin. Et au pire des cas, ça m'a été arrivé de vivre ça. C'est-à-dire que les éco-radars détectent des précipitations, les gouttes d'eau tombent, mais à mesure qu'elles descendent dans l'atmosphère, vu que l'air est surchauffé, elles vont pouvoir se volatiliser et on n'aura pas d'eau qui arrivera au sol. Donc ici, le flux de vapeur va rentrer au centre de la maquette. Comme là, les températures sont identiques des deux côtés, on obtient un flux bien symétrique. Et donc ici, sur les côtés, vous avez l'eau qui sort, la vapeur qui sort. Ça pourrait être l'eau qui arrive à tomber, à s'infiltrer dans les sols. Et vous voyez qu'à mesure qu'on chauffe, petit à petit, le flux de vapeur est dévié. Donc c'est bien le côté droit qui chauffe. Et là, on a à peu près une différence de 40 degrés et de 20 degrés. Voilà, et au bout d'un moment, si les sols sont trop chauds, eh bien, il n'y a plus d'eau qui vient dans le sol. Alors que quand ils sont frais, on obtient de belles précipitations. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'en général, on va aussi avoir pas mal de ruissellement. Mais là, euh, et c'est bien ce qu'on constate au niveau de la France, puisqu'on voit que tous les sols sont clairs et on a beaucoup d'apports de sédiments. Mais en fait, ça, c'est pas une conséquence, c'est la cause du problème. Puisque on a dit au départ qu'on avait peu d'eau dans le sol, et le problème, c'est que les sols dégradés, en général, vont pouvoir se réorganiser. C'est-à-dire que on va avoir le phénomène de battance qui forme une croûte. C'est-à-dire qu'avec les chocs des gouttes de pluie, on va avoir euh, le premier millimètre du sol qui va pouvoir se réorganiser. On va avoir les sables qui vont rester au fond. Les limons qui sont un peu plus fins vont pouvoir commencer à boucher les trous. Et enfin, on va avoir les feuillets d'argile qui peuvent se poser dessus. Et là, on a une étanchéité totale qu'on peut obtenir avec voilà, des feuilles ou des tuiles. C'est la même chose, ce qui se passe au niveau des sols. Et donc, c'est bien ce qu'on voit à large échelle, là, sur la photo de Thomas Pesquet, prise depuis la station internationale. Et ça ne s'arrête pas là, l'impact, puisque ici, de l'autre côté, euh, on a aussi une bonne dose de vers de terre, à l'inverse, qui vont permettre de bien infiltrer l'eau, de bien la stocker vers les nappes. Et donc, c'est peut-être là, pour ça, au niveau de Perpignan, on a des sols très dégradés. C'est peut-être pour ça que les nappes sont sèches. Et maintenant, si on s'intéresse aux précipitations apportées par ce nuage, on va avoir des différences, puisque, en fait, le nuage nous fait de l'ombre. Et l'ombre aura un effet assez important. Donc, si on prend voilà, une zone d'ombre, vous savez qu'on n'aura pas la même température de chaque côté. Et maintenant, si on s'intéresse à l'eau, donc dans cette bouteille, vous avez 1 litre de vapeur d'eau. Et bien là, quand on va mettre cette bouteille au frais, on va obtenir de la condensation, on va obtenir de la rosée. Et ça va avoir un impact sur les dépressions, puisqu'en fait, 1 litre de vapeur d'eau va donner 1 millilitre. Donc, je vais vous montrer une petite, euh, pour bien en prendre conscience, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on peut faire, que tout le monde peut faire chez soi, avec une bouteille dans laquelle on met de la vapeur d'eau. Puis on ferme, on isole la vapeur d'eau dedans et on le passe sous l'eau froide pour le condenser.
voilà ce qui se passe. Vous voyez que la bouteille est complètement aplatie. Bon, je vous ai dit que je travaille dans l'industrie chimique, et on peut même plier des cuves de 25 tonnes en acier. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment un phénomène physique de base. Et voilà, chaque fois que vous voyez de la rosée, il faut vous dire que vous avez contribué à créer de la dépression et à faire venir les pluies sur le continent. Et ça, donc, créer ce vide, ça va pouvoir permettre de créer, de contribuer à faire les dépressions. Et ça, vous avez une physicienne russe qui s'appelle Anastasia Makarieva qui s'est pas mal intéressée au phénomène et qui a pu mettre en évidence, voilà, calculer les vitesses des vents pour la planète en fonction de calculs assez complexes. Pour ma part, j'ai fait des calculs plus simples. Je me suis amusé à regarder comme si on prenait un tube de 100 km qui fait 1 mètre carré de section, qu'on tartine de miel et on le place au bord de la mer, on fait rentrer de l'air dedans et donc vous savez, le miel va absorber de l'eau. Et si on dit que le miel absorbe 1 gramme d'eau seulement par mètre cube d'air en 1 heure, ça permet d'obtenir à l'intérieur du tunnel des vents de l'ordre de 50 ou 60 km/h. Donc, quand on aura des sols dégradés, eh bien, on aura moins de vent, on aura moins de dépression, on fera moins venir la pluie sur le continent. Et donc maintenant, si le bon paysage qu'il faudrait en voir, c'est celui-ci. C'est celui de l'Américain Guy Brown qui a régénéré ses sols avec des vaches et des prairies. Et on va regarder ça juste après. Pourquoi les prairies seraient importantes? Donc, ce qui serait important, ce sont ces plantes pérennes. Donc, on va voir un autre petit détail, le climat est dynamique. Et ça, on va voir que ça a pas mal d'impact. Donc, on va faire un parallèle entre un amortisseur utilisé en sport automobile et le système sol-plante, qui est aussi l'amortisseur du climat, comme vous commencez à le comprendre. Donc, voilà un système sol-plante et un amortisseur basique. Donc, c'est une plante dans un sol. Donc, vous savez, un amortisseur est régi par plusieurs euh, caractéristiques et c'est très important. Donc, il y a la raideur et l'enfoncement du ressort, la compression, la détente. Ah, il s'est mal mis, est régi par plusieurs caractéristiques et c'est pour ça qu'en compétition automobile, on utilise des systèmes plus élaborés, bon, avec des réglages dans tous les sens. Et c'est vraiment important de régler toutes ces choses-là parce que sinon, euh, eh ben, le véhicule ne va pas bien coller à la piste et on va pouvoir avoir des sorties de route. Et ça, c'est important que le système, l'amortisseur du climat soit bien réglé parce que sinon, ça peut nous faire des sorties de courbe de température. Donc voilà le système sol-plante de compétition pourrait ressembler à ça. C'est la même plante, le même sol, mais une plante mycorhizée, puisqu'on a 30% de réserve en eau en plus et on peut avoir une surface d'échange multipliée par 80. Et ça nous permet d'avoir des vitesses de recrutement de l'eau très importantes et ça peut faire la différence. Donc, parce que pour deux sols où on aura la même quantité d'eau, on pourra avoir des choses, des résultats différents au niveau du climat. Donc, au final, vraiment, le problème principal, c'est l'infiltration. Voilà, un sol normalement constitué, même sec, voilà comment il peut infiltrer. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de souci, l'eau rentre très très bien. Donc, l'américain Gaebron, dont je vous parlais, qui a régénéré les sols, il est passé d'une infiltration de 12 mm/h à 200 mm/h, puis à 760. Donc, c'est vraiment lié à la quantité de vers de terre qu'on a dans le sol. Il y a un chercheur de l'INRA en France qui a puré des corrélations entre l'infiltration et la biomasse de vers de terre.
Voilà, ici un autre exemple en conditions humides, puisque c'était au mois de mai au moment des pâtures. Vous voyez que le sol peut absorber de grandes quantités d'eau très rapidement, il n'y a pas de problème. Donc là, je vous montre notre problème qui est vraiment très important. Et souvent, ça se passe dessous les problèmes. Donc ici, c'est avec un compactomètre. Donc chez un ami où il y avait des pelouses qui étaient vraiment pas du tout, qui n'avaient pas vu de tracteur, on était à 80 psi et là, on monte à 300 psi. Donc 300 psi, c'est vraiment important comme pression. Ça fait 15 psi, ça fait un bar. Donc alors que le sol, on a ici à peu près 1,30 m et voilà la pointe que j'ai enfoncée dans le sol. Maintenant, on va prendre un échantillon. Donc il y a une zone de compaction très importante à 20-30 cm à peu près. Donc là, on prélève un échantillon et vous voyez, la base de l'échantillon est très sèche alors que la surface est OK. Là, vous allez voir la poussière. Et ici, on a une zone de compaction qui est vraiment très, très dure. Donc 300 psi ici. Et à 300 psi, en fait, on a l'eau qui n'arrive plus à traverser le sol. Alors là, on était en Bretagne, après 300 mm de pluie. Et vous voyez que le sol est encore sec dessous. Et une semaine après, il y a 20 mm qui tombent. Et vous voyez, ça ne rentre pas dans le sol qui est déjà plein. Donc ça, il faut vraiment être très, très vigilant sur les problématiques de compaction. Et donc maintenant, je vais vous montrer, alors au niveau de la France, toujours, je suis désolé, que la végétation pérenne. Donc les végétations pérennes, c'est les choses où on ne fait pas d'agriculture, où on a un système qui est assez préservé avec les mycorhizes, une constitution d'écosystème qui est assez proche de ce qui était à l'origine. Donc vous savez, un peu de broussailles en sous-bois ou des choses comme ça qui vont être importantes pour capter la rosée. Donc là, ici, pour faire cette carte, on utilise les données de 3 instituts en France. Et vous voyez que si on les superpose, on a une bonne ressemblance avec la carte des pluies. Donc notamment, ici, au niveau de, par rapport à la question du relief, si on regarde au niveau du bassin aquitaine, on est au ras de la mer et vous voyez qu'il y a pas mal de pluie, mais ça, c'est lié à la forêt des Landes qui est ici. Donc, et maintenant, je vais vous montrer. Euh, donc là, c'est toujours en France, mais on va s'intéresser à deux types d'agriculture très proches. Donc là, on est en Normandie. Donc la Normandie, c'est en haut de la France. La Normandie, c'est Mhm. l'espèce de tour qui est de suite quand on arrive depuis l'ouest en allant vers l'est. C'est la petite tour qui est en haut. Donc c'est quand même une zone qui est très humide. Ça pourrait être le pendant de la Galice. Euh, donc là, on s'intéresse à deux zones et on regarde l'indice de photosynthèse. Donc c'est ce qu'on a regardé au début, c'est les choses qu'on mesure avec les satellites. Donc quand il n'y a pas de photosynthèse, en général c'est chaud, et quand il y a la photosynthèse, voilà, il y a de l'herbe. Donc si on regarde l'évolution sur 5 ans, donc la première courbe qu'on va regarder, c'est le GAEC de la bounouderie. Donc là, c'est quelqu'un qui fait de l'élevage et qui maintient des prairies et rajoute des haies. Donc lui, malgré le réchauffement climatique, il a une photosynthèse qui est plutôt à la hausse. Alors que juste à côté de ça, l'agriculture du XXe siècle, eh bien, on voit que la photosynthèse est toujours inférieure, il y a toujours 20% de moins. Et surtout, ce que l'on voit, c'est que les minima sont de plus en plus bas. Voilà. Et donc ça, c'est lié au fait qu'il n'y a certainement pas de couverture permanente du sol. Donc là, on le voit ici. Vous voyez, là, on n'a pas de photosynthèse. Là, on n'a pas de photosynthèse. Voilà, il y a ces effets de yo-yo. Et, le bocage est certainement intéressant pour conserver une photosynthèse permanente et aller chercher l'eau au fond et avoir des plantes finalement plus résilientes. Et puis, comme on l'a vu, on peut aussi se poser la question de l'infiltration et de voir si on n'a pas des problèmes de compaction des sols.
Voilà. Et donc là-dedans, eh bien, vous voyez qu'on a une agriculture qui va plutôt nous entraîner dans le réchauffement, alors que l'autre va nous apporter une forme de résilience. Et maintenant, et dans les effets dynamiques, le fait d'arrêter et de reprendre la mise en place des plantes, vous savez que si on prend des militaires, hein, qu'on les met sur un pont, normalement, il n'y a pas de souci, mais si on les fait marcher, on peut avoir des problèmes. Et quelque part, c'est ce qu'on peut avoir avec l'arrêt et l'introduction des plantes. Voilà, et regardez ce que peut donner la dynamique. Donc, je voudrais vous montrer un phénomène dynamique assez notable par rapport à ces histoires de pont. Voilà, donc on peut avoir des effets de résonance et c'est peut-être aussi ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, je je ne connais pas bien la situation en Espagne, mais nous, par exemple, cette année, on a eu, comme je vous disais au départ, on a eu des pluies qui sont arrivées très tard à l'automne et du coup, ça a empêché les gens de faire les plantations. Et du coup, en ce moment-là, on a les sols qui sont nus. Alors, je ne sais pas ce que ça donnera, mais on pourrait perdre la pluie si les sols étaient trop chauds, comme on a vu. Et le problème, c'est que euh, quand on désature l'atmosphère, et bien du coup, ça laisse la place à l'air est un peu plus sec au-dessus des océans. Du coup, les océans peuvent évaporer, donc ce qui permet de les refroidir. À l'inverse, si on ne condense pas l'eau sur les territoires, ben, les océans chauffent. Et du coup, quand arrive l'automne, que les sols deviennent plus frais, euh, et immédiatement, on va pouvoir former des nuages et refroidir. Donc, du coup, ça va accélérer le refroidissement et toute l'eau va venir d'un coup. Et alors, le problème qu'on a en France, nous, aujourd'hui, c'est que les gens, du coup, comme les sols étaient trop mouillés, ils n'ont pas pu faire les semis. Donc, du coup, on a les sols qui sont nus en ce moment. Et je ne sais pas si, pour l'instant, il pleut toujours chez nous, mais je ne sais pas si on va être capable de bien continuer à faire tomber la pluie. Parce qu'après, vous l'avez compris, à partir du moment où on commence à perdre la pluie, arrive une longue saison sèche. Donc, l'automne permet systématiquement de réamorcer la saison des pluies. Après, il y a un autre moment qui est important que vous êtes peut-être en train de vivre en ce moment en Catalogne. C'est le moment où les arbres envoient le pollen dans l'atmosphère parce que les pollens ont la propriété de pouvoir agglomérer l'eau et comme ils vont dans l'atmosphère, ils se mettent à la température de l'atmosphère et ils peuvent faire tomber l'eau au sol et redémarrer la saison des pluies. Il y a encore une autre phénomène qui permet de redémarrer la saison des pluies. Je vous montrerai ça juste après. Donc maintenant, si on regarde ces impacts à plus large échelle, voilà, en France, on est le 5 février. Voilà la couche de nuages qu'on avait. Donc vous voyez qu'il y a de grandes différences entre la zone de Perpignan et la zone où j'habite. Puisque, en fait, on n'a pas du tout les mêmes. Nous, on avait assez d'humidité pour pouvoir générer la couche de nuages. Donc, il y avait de gros écarts de température. Voilà les températures de la même journée. Donc, au niveau de Perpignan et un petit peu chez vous en Catalogne, la température est montée à 26 degrés et la nuit, les températures ne passaient pas en dessous de 16 degrés alors que la mer est à 14. Donc là, on ne peut pas avoir de condensation. Et voilà, je pense que ben, le système pour Perpignan est en panne, puisqu'on n'a plus d'eau pour pouvoir euh, refroidir, pour pouvoir capter la rosée, pour pouvoir maintenir les dépressions. Et vous voyez que, ben, en général, quand il commence à pleuvoir, il pleut, et quand c'est sec, ça met longtemps à réamorcer. Et on a vu comment on pouvait ramorcer, la nature se débrouille avec les pollens. Maintenant, si on vient chez vous, donc là, ici, c'est une carte des pluies. Donc, je suis désolé, je n'ai pas pu recopier la légende, mais ici, ce sont les zones les plus pluvieuses. Donc, on voit une certaine adéquation entre les pluies et le relief. Aussi, on voit que le relief, il y a une certaine corrélation avec les températures. Et alors, normalement, l'air, on perd 6,5 degrés tous les 1000 mètres. Et là, vous voyez qu'on a quand même 22 degrés d'écart. Et très certainement, ce qu'il faut voir aussi dans le relief, c'est qu'il y a de la pente et en général, dans les pentes, on ne va pas travailler les sols. Donc, on a des choses qui sont assez proches des écosystèmes d'origine, alors que dans les parties plates, en général, eh bien, on fait de l'agriculture et aussi on rajoute
des villes, comme je vous ai montré dans le cas pour la France au départ. Donc maintenant, ça nous amène aux solutions. Donc ici, on va aller voir quand même pour vous montrer que ça marche. Rajouter des plantes, ça peut jouer sur le climat. Donc ça ici, c'est une publication scientifique, mais vous pouvez en voir beaucoup sur la page Internet, l'autoroute de la pluie, et je pense que Google doit pouvoir traduire les choses avec pas mal de posts sourcés. Donc ici, cette publication s'intéresse à l'augmentation des surfaces de maïs dans cette zone que l'on appelle Corn Belt aux États-Unis. Donc les surfaces ont été multipliées par 400% sur 100 ans. Donc là, la période temporelle, c'est, si ma mémoire est bonne, c'est 1910-1950. Et on va comparer, et on compare par rapport à la période 1970-2010. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate une augmentation des précipitations qui est en moyenne sur la Corn Belt de l'ordre de 15%, alors que les températures, pendant ce temps, ont réduit. Donc, au début, je vous avais dit, chaque fois qu'on augmente de 1 degré, il faut 7% d'eau en plus. Donc, vu qu'on a refroidi, ils ont vraiment plus d'eau disponible. Ils ont vraiment les 15% d'eau disponible en plus. Donc, il y a une polémique. On m'est tombé dessus en disant oui, mais le maïs, il est irrigué. Donc, j'ai vérifié. Il est vraiment irrigué dans la zone à l'ouest, mais sur la zone est, c'est vraiment un maïs qui fait tomber sa pluie. Donc là, pareil, les bonnes plantes à mettre, en fait, c'est la plante qui est adaptée au système et au sol. Et peut-être, c'est vraiment le sol qu'il faut aller voir. Et toujours est-il, pour vous montrer l'importance vraiment déterminante de la plante dans la modélisation climatique, voilà, vous avez les mêmes images qui sont ce que ont prévu les modèles. Donc, vous voyez qu'ils montrent pas du tout ce que l'on observe parce que ce sont des modèles généraux et qu'on n'a pas paramétré finement les plantations de maïs. Mais dès que l'on fait ça, vous voyez qu'on retrouve une bonne modélisation. Et alors, le souci là-dedans, c'est que les climatologues euh, ont dû attaquer la modélisation en ayant énormément de choses à traiter. Et modéliser des surfaces, vous comprenez que ça va demander énormément de ressources, puisqu'il faut savoir ce que un tel ou un tel a semé tous les ans. Il faut aussi savoir ce qu'on a fait avec le tracteur, est-ce qu'on a tassé le sol ou pas, et c'est une tâche énorme qui qu'il est nécessaire d'assumer aux climatologues. Et en France, on a tous les directeurs du climat qui récemment ont fait un appel dans la presse pour dire qu'ils avaient une tâche énorme devant eux, qui était celle de la modélisation des sols. Euh, et ça, c'est possible que ce soit suite aux travaux qu'on a pu mener avec le professeur Jean-Pierre Sartou, qui a ouvert une thèse pour intégrer une meilleure modélisation des sols, et notamment le phénomène de battance dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui n'était pas pris en compte. Et en fait, enfin, c'est pris en compte puisqu'on a fait des photographies et que les modèles sont calés pour faire couler comme il faut les rivières, comme ce qu'on constate. Par contre, il n'y a pas l'évolution dans le temps, on n'intègre pas si on dégrade ou si on régénère les sols. Et donc, très certainement, si on se mettait à régénérer les sols et à pouvoir planter des plantes euh, plus dispendieuses, eh bien, vous voyez qu'on pourrait refroidir le climat et augmenter les précipitations. Au final, dans mes recherches, j'ai quitté mon travail avec une idée qui était celle de savoir quel est le poids du CO2 issu des sols, comme je vous disais, non pas en tant que gaz à effet de serre, mais l'impact qu'on peut avoir sur le cycle de l'eau. Donc, vous savez que plus il y a comme on a vu, plus il y a de carbone dans le sol, moins il y a de chances qu'il y ait de la battance. Et voilà, je vous propose d'observer l'influence que peut avoir la teneur en carbone des sols sur les pluies. Vous voyez quand même qu'il y a vraiment de grandes ressemblances et toujours, j'insiste, on a pas mal de pluie au niveau des Landes, mais on est vraiment au niveau de la mer. Là, on ne peut pas dire qu'il y a un impact du climat. Euh, et par contre, les sols au niveau de Perpignan sont vraiment très, très dégradés. Et il faut savoir que la battance est systématique autour de 1,5% de matière organique. Donc là-dedans, les solutions d'urgence. Alors, on n'est pas les seuls à avoir les sols dégradés en France. Euh,
Donc là, je vous amène en Inde pour vous montrer ce que font les Indiens. Donc eux, il y a des concours à la télé pour mettre en œuvre des solutions et régénérer les sols. Donc voilà, en fait, les villages s'unissent. Donc là-bas, il n'y a pas d'engin. Tout est fait à la pelle, à la pioche, à la main. Donc voilà, c'est de grands chantiers où il y a des fossés qui sont faits, qui sont horizontaux pour pouvoir stocker l'eau et lui laisser le temps de s'infiltrer dans le sol. Donc au début de l'année avant les travaux, là c'est après la réussite, vous voyez, les lacs sont pleins, mais l'année avant, ils étaient alimentés par camion-citerne parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et donc là, je vous montre un petit peu l'allure du paysage. Vous voyez, l'objectif, c'est de stocker l'eau, qu'il n'y ait rien qui parte du territoire. Donc, vous voyez un peu les infrastructures à flanc de colline. C'est vraiment des travaux assez impressionnants. Voilà. Mais derrière, ils peuvent remplir le lac. Donc, je vous invite, vous pouvez voir la vidéo, vous avez vu le titre. Ils peuvent remplir le lac et faire les cultures de sorgho qui leur permettent de changer le climat. Donc ça, j'ai pu aller voir les températures sur cette zone avec le satellite. Donc la commune est ici et j'ai pu, donc c'est la commune de Garavadi en Inde. Voilà ce que j'ai vu avec le satellite. Donc vous voyez que ils ont fait les travaux en 2020. Immédiatement, on a eu un changement des températures de surface. Donc, c'est ce que je vous ai montré pour la France ou pour l'Espagne. Ils ont gagné 5 degrés. Et si on s'intéresse à la météo, donc, je suis allé voir la ville de Satara qui est à 40 kilomètres des côtes, un peu plus vers l'est. Eux, ils sont donc la courbe, vous avez ici les moyennes et ils sont assez systématiquement au-dessus des moyennes de 2 degrés environ. Ils ont des pluies, voilà, plus ou moins normales. Et si on va voir Garavadi, ben eux, ils sont, on peut dire, quasiment en moyenne de saison sur 30 ans. Donc là, j'ai pas pu faire les recherches. Je peux pas remonter aux données météo avant qu'ils aient fait les travaux, mais depuis qu'ils ont fait les travaux, ça va bien. En tout cas, ils sont plus frais, voilà, que la ville à côté. Et quelquefois, ben, si on regarde en proportion, ils battent mieux que. Enfin, j'avais vu que c'était pas trop mal, quoi. Bon, toujours est-il qu'ils arrivent à des pluies. Ils étaient à 300 millimètres avant de faire les travaux. Là, maintenant, ils tournent à 600, 700 annuels. Eh bien, nous, comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Assez simplement, je me dis que voilà, si on a un fossé, au lieu de laisser l'eau couler tout doucement et partir à la mer, eh bien, il peut être assez judicieux de faire des petits tas de terre pour que l'eau infiltre dans les sols le jour où elle tombe. Euh, et quoi qu'il en soit, si jamais il y avait de gros abats d'eau, ben les petits tas de terre partiraient. Donc, nous, sur notre exploitation, mon frère est agriculteur, on a fait tous les blocages de fossés. Alors, très rapidement, avec là, carrément, il y a pas mal de fossés qui sont enfin, qui sont vraiment en propriété privée. Donc, on a vidé 1 mètre cube de terre. Au moins, il n'y a plus de soucis. De toute façon, on manque pas mal d'eau. Les sols sont assez drainants. Donc, on recharge bien les nappes. C'est plutôt pas mal. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une autre solution qui serait de faire de l'ombre en urgence. Donc, ça, euh, l'idée, c'est de faire une autoroute de la pluie, puisque, en fait, euh, dans tout ce que je vous raconte, vous dites, ben, nous, on n'a rien changé, on a les prairies, on a la forêt, on n'a rien touché. Mais peut-être aussi, ce qui se passe, c'est que la pluie, elle vient de l'océan et elle transite à travers le territoire. Et l'idée, ça serait de créer une autoroute de la pluie pour faire rentrer le climat frais et humide euh, dans le territoire. Donc, c'est une infrastructure d'urgence. Euh, L'objectif, c'est voilà, localement euh, d'améliorer les conditions hydriques et l'infiltration de l'eau dans le sol, parce que dès qu'on va planter un arbre, on fait un trou et on va rétablir la continuité hydraulique verticale. On va aussi pouvoir limiter l'évaporation en faisant l'ombre.
et donc conserver l'eau. Et toujours est-il que l'arbre, il ne va pas aller chercher l'eau à la même profondeur que la culture, donc ça peut être intéressant. Euh, et l'idée aussi, c'est d'augmenter les pluies et de relier la porte d'entrée des pluies en France, qui est ici au Pays Basque, et de relier à la montagne dont tous les fleuves partent de là pour améliorer au niveau bilan de la France. Donc, l'idée, c'est de faire une agroforesterie d'urgence. Donc, en 2003, on a pu faire des arbres de 3 mètres en un an sans irrigation. Bon, dans le Gers, avec une pluviométrie de l'ordre de 700 à 800 millimètres. L'objectif cette année, ça serait de faire un 5 mètres en un an sans irrigation. Pour ça, on utilise l'arbre qui croît le plus vite, c'est le Polonia. Euh, donc, il a plusieurs avantages. Il fixe l'azote, il consomme peu d'eau. Donc, un arbre adulte de 50 cm de diamètre, il consomme 900 litres par an. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut faire aussi des synergies et il est compatible avec la mécanisation, puisque comme il pousse très droit et qu'il ne fait pas de rejets latéraux, normalement, il n'y a pas de problème. Et un autre avantage qu'il a, c'est que s'il n'a pas assez poussé, on le coupe, il garde le potentiel en rhizome et l'année d'après, il est plus grand que ce qu'on avait, qu'il était l'année d'avant. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, il a aussi pas mal de valeur puisque c'est un bois très résistant à poids égal avec le chêne. Il est 4 fois plus résistant. On l'appelle l'aluminium du bois. Il peut fournir un biochar d'excellente qualité. Et le, ça constitue aussi un investissement rentable parce que sur le bois, un arbre vaut 6,50 € et on peut le couper 3 fois dans sa vie. Donc, il peut rapporter 3 fois 200 €. Et l'objectif est assez simple, c'est pour l'agroforesterie d'urgence, c'est de faire 40 arbres à l'hectare et ça laisse la place après de mettre d'autres arbres ou laisser faire la nature qui va mettre d'autres arbres. J'arrive pas à lire le catalan. Voilà. Oui, ce que je dis, c'est que on peut être mis dans la peau du planteur d'arbres flatté, donc c'est-à-dire que une fois que l'arbre nous passe, on est content et on peut accepter de planter des arbres beaucoup plus petits ou de laisser faire la régénération spontanée. Après aussi, on peut panacher avec des arbres conventionnels ou faire de la syntropie, ça c'est vraiment très intéressant, ou mettre des arbres fruitiers. Et donc en fait, ce projet pourrait être un accélérateur de dynamique. En tout cas, c'est l'objectif, puisque quand on a un arbre qui fait 3 mètres au bout d'un an, eh bien, on peut le montrer à d'autres personnes qui peuvent avoir envie de copier. Voilà. Et une autre solution en urgence, ça pourrait être de planter les arbres, vous allez voir, comme ceci, cette petite vidéo. Vous voyez là, on enfonce une tige de métal dans un sol. Bon, cette tige, elle est reliée à un nettoyeur haute pression et on progresse à cette vitesse-là. Donc, ça fait un trou et on peut intégrer à l'intérieur une bouture. Donc, ici, c'est du platane. On ne rebouche pas le sol. Ça permet d'avoir de l'oxygène et de l'humidité. Et on peut considérer, en principe, que ce sont de très bonnes conditions de bouturage. Bon, pour tout ce qui est peuplier, sol, etc., il n'y a pas de problème. Donc, vous allez dire, mais on manque d'eau, on va peut-être pas planter des sols ou des peupliers. Donc, bon, après, ce qu'on peut savoir, c'est que les arbres, on peut les garder pour saturer l'atmosphère, rajouter l'eau qui manque et faire tomber la pluie au printemps. Et quand la saison des pluies est finie, on peut les couper, les trogner pour qu'ils consomment moins d'eau et éviter de sécher les sols et conserver l'eau pour les cultures. Voilà, et ici, une bouture justement de peuplier qui a été plantée il y a en 1960 avec une tarière manuelle. Donc, c'était une bouture géante qui faisait 4 mètres. Elle était connectée à la nappe et voilà ce qu'elle a donné au bout de 3 ans. Vous voyez que l'arbre est très très joli. On obtient un arbre je pense, 6 à 8 mètres en l'espace de 3 ans seulement. Et maintenant, on pourrait faire autre chose. Bon, alors je ne sais pas le cas de l'Espagne, mais en France, cette cassure, hein, vous avez vu, on a deux cassures sur la courbe. La première est due en fait à la politique agricole économique européenne qui a demandé de réduire l'élevage. C'est à ce moment-là que ça a commencé à chauffer.
Et en fait, je vous amène voir une expérimentation qui a été réalisée par un Hubert Charpentier, qui était un chercheur qui s'intéressait aux pays tropicaux, mais qui a mené une expérimentation en France, malgré que ce soit un autre institut qui s'appelle l'INRA qui était censé s'en occuper. Et il a construit une très belle expérimentation. Mm. Voilà, il a introduit une bande où il faisait du travail du sol à l'intérieur d'une parcelle où il n'y avait pas de travail du sol. Et vous voyez que ici, on a des changements de qualité de sol. Et il a mis sa bande à 90 degrés. Donc au moins comme ça, euh, la bande est affectée de la même façon que la parcelle. Et on peut vraiment se fier à ce qu'on observe. Donc vous voyez que la bande euh, en TCS, en technique culturelle simplifiée, fournit une moins bonne photosynthèse. Et si on regarde, donc ça c'est une photo instantanée, mais si on regarde dans le temps sur 5 ans, on voit que la bande TCS est toujours une moins bonne photosynthèse. Donc c'est en fait là parce qu'il y a une culture sous couvert permanent. Donc les rendements sont identiques et en plus ça consomme beaucoup moins d'azote là où il est en semi-direct avec le couvert permanent puisque c'est un couvert de légumineuses. Donc lui, il a utilisé la luzerne, mais on peut supposer que pour l'Espagne, le lotier soit vraiment très indiqué parce qu'il résiste mieux au sec. Donc ça, il y a des exemples en France où on peut cultiver les céréales à paille sur couvert permanent. On peut aussi faire les tournesols. Il y a peut-être d'autres cultures ou d'autres expérimentations en Espagne qui vont dans ce sens et qui montrent qu'il soit possible de faire ces couverts permanents. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est que peut-être 20% d'évapotranspiration en plus 20% de photosynthèse en plus fera 20% d'évapotranspiration en plus. Donc 20% de capacité à saturer l'atmosphère et à former les nuages qui font tomber la pluie. Voilà. Et l'autre question, c'est comment faire tomber la pluie quand on n'a plus d'eau. Donc là, on est devant un sol assez battant. Mais ce qu'on peut faire, si vous en avez, c'est jouer sur la paille. Donc ici, vous avez la face externe de la feuille, qui est la partie qu'on voit normalement. Donc là, toutes ces photos visent à déterminer l'albédo. Donc l'albédo vaut 0 pour le charbon de bois, que vous voyez ici. Il vaut 1 pour l'aluminium poli, enfin 0,98, qui est un miroir parfait. Pour la paille, on est à 0,3. Si maintenant on regarde l'intérieur de la feuille, vous voyez que ici on a quasiment la même couleur que l'aluminium, donc c'est un miroir parfait. L'intérieur de la tige de la paille, le voici, il a un albédo de 0,7, donc ça veut dire qu'il peut renvoyer 70% de l'énergie. Si on regarde à l'intérieur de la tige, on retrouve 0,7. Donc ça veut dire que potentiellement la paille broyée a un albédo non pas de 0,3 mais autour de 0,7 dans le visible. Ensuite, vous voyez que quand on fait un petit tas de paille, on a un effet boîte à œufs et le miroir est pas aussi performant, mais vous voyez que quand la paille est broyée, quand même, elle est plus brillante que quand on la laisse entière. Donc ça, l'idée, euh, laisser la paille au sol au lieu de l'enfouir, ça peut être intéressant pour plusieurs raisons. Donc la première, qu'a soulevé le chercheur Olivier Husson, et il avait l'expérience à Madagascar, c'est que de laisser 500 kilos de paille à l'hectare, déjà, ça permet d'améliorer la problématique battance, puisqu'on a des zones où les gouttes d'eau vont pas pouvoir frapper le sol. Ensuite, ça, c'était la vision de Jean-Pierre Sartou, le professeur Jean-Pierre Sartou, c'est-à-dire de broyer la paille, on augmente la surface. Et moi, j'ai pu trouver de la bibliographie où on voit que l'effet de paillage sur l'économie d'eau est proportionnel à la quantité de paille qu'on met. Donc, si le brin de paille, vous connaissez l'histoire du périmètre d'un cercle, si on broie, on peut obtenir 3 fois plus de surface. Donc, ça, c'est assez intéressant et broyer. Voilà, on va jouer sur l'albédo. On va pouvoir renvoyer le rayonnement comme les nuages qui sont gris et refroidir le sol. Donc là, on peut avoir des températures de surface qui sont négatives puisque l'albédo de la paille, ouais, peut-être pas négative, mais proche de zéro. Donc vous voyez que la neige, même s'il fait plein soleil, elle peut rester parfaitement
ne pas fondre, c'est à cause de son albédo, grâce à son albédo. Donc on peut faire les mêmes choses au niveau des champs et en fait, on peut renvoyer les rayons lumineux, conserver des sols frais et lancer des précipitations, augmenter les probabilités de précipitation. Donc c'est ce qui s'est passé par chez moi. Un agriculteur que j'ai questionné m'a dit ils avaient beaucoup de surface à paille, quasiment que ça. Dans le Lauragais, on atteint 60% de la SAU. Ils étaient trois moissonneuses côte-côte et comme la paille ne vaut plus grand-chose, ils broyaient. Et il me dit qu'au bout de 2 jours, ils ont eu un orage qui est venu droit sur eux. Ils ont pris 40 millimètres. Moi, de mon côté, je m'intéressais beaucoup aux orages et je me suis fait la réflexion qu'ils devaient certainement commencer la saison des moissons, puisque j'ai vu cet orage qui était tombé chez eux. Les climatologues sont OK, voilà, qu'on pourrait augmenter les probabilités de précipitation. Donc, ça veut dire démarrer une saison des pluies toute douce euh, et éviter que la mer chauffe et avoir, comme on a conservé dans l'eau dans les sols, la capacité de planter des plantes plutôt à l'automne et de faire tomber les pluies plus tôt et qu'elles ne tombent pas trop violemment. Et donc, on pourrait créer un couplage climatique humide. Alors, au lieu d'être, je ne sais pas trop comment c'est en Espagne, mais nous, en France, on est toujours dans le maxima de la variabilité climatique qu'on peut faire. Donc, ça, c'est très certainement un phénomène de résonance où on relance la saison des pluies toujours plus tard et que, voilà, comme avec un ballon de basket, on pourrait dribbler. On pourrait faire, je pense qu'à un moment donné, il peut être judicieux de faire une pause et de voilà, dans cette logique d'amortisseur et d'emballement, de pont, etc., tout ce que je vous ai montré, on fait une pause et on repart proprement. Et derrière, on peut planter des plantes, faire des couverts d'été. Bon, c'est pas trop la mode en Espagne, mais en France, c'est ce qu'on fait. Peut-être, voilà, il vaut mieux faire une pause, attendre, stocker l'eau, l'économiser pour lancer la saison des pluies comme il faut. Voilà, et si on n'a vraiment pas de paille, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des sols minéraux comme ça pour régénérer la pluie? Eh bien, l'idée, ça peut être de jouer sur le minéral, de peindre en blanc ou avec de la chaux ou avec du plâtre. Donc ça, on parle de mesures d'urgence, mais ça permet de conserver des sols frais et de réamorcer la saison des pluies plutôt à l'automne. En conclusion, les climatologues modélisent le climat. Et on peut dire que les agronomes le modèlent. Voilà, je vous souhaite de bonnes expérimentations et je vous dis à bientôt peut-être.